Bonjour, bienvenue à cette Creative Talk. Alors, on va démarrer par le début. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce qu'est Otherside, ta société, qui a un mix entre la Suède et la France, si je ne m'abuse? Oui, exactement. Donc, Lightbulb Crew, c'est le studio a été créé déjà en 2013, donc le temps passe. Et le premier jeu qu'on avait fait, c'était un jeu très inspiré par les MOBA, un jeu qui s'appelait Games of Glory, et qui avait plein de super bonnes idées, mais un échec total financièrement. Mais c'est vraiment une catastrophe, mais j'étais quand même à la suite du projet, on était très fiers quand même, parce qu'on a réussi à faire c'était un jeu compétitif, crossplay, PC, PlayStation, sorti en 2017. On était le deuxième du monde. Donc c'était super cool. Voilà. Mais dans un endroit super concurrentiel. Et donc, ce qu'on avait fait, on avait commencé à cette époque-là à penser, qu'est-ce qu'on peut réussir avec des moyens d'un indépendant, faire des jeux qui peuvent quand même vraiment très bien fonctionner. On avait commencé à regarder des différents genres, et on s'est tombé sur les tactical tour par tour, parce que c'était quelque chose de recherché. Si on trouvait les bonnes recettes, ça pourrait très bien marcher. Et donc, c'est ça qui, à la fin, ensuite de plein des années, on avait commencé déjà à aider des conceptions en 2016, et donc au final, c'est sorti en 2020 en forme d'Otherside. Mais justement, on va parler de tous ces process qui étaient très longs et assez, un peu un parcours assez intéressant. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut envoyer en régie quelques images de Otherside pour que ça nous donne un petit peu une temporalité des images que tu nous as données. Alors, voici par exemple quelques images. Donc ça, c'est des images, c'est pas, on verra en vidéo un peu plus tard, mais ça, c'est des images qu'on a du jeu final, voilà. Et donc ça, c'est nos héroïnes. Donc c'est une sorte, en fait, vous voyez, c'est des femmes assez stylisées, un art style assez marqué, et inspiré fait par l'art directeur du jeu, Alexandre Chaudret, qui était vraiment un talent exceptionnel. Inspiré par des œuvres manga comme Berserk, etc., mais aussi justement du monde horrifique. Voilà, il a plein de références qu'on retrouve dans le jeu comme des Silent Hill, etc. aussi. Mais justement, cette mélange, des héroïnes stylisées, mangasques, dans un monde, lui, plus organique, des monstres très organiques, etc. Oui, il y a beaucoup de liens un petit peu aussi avec Alien. C'est un croisement d'horrifique. C'est plus que Alien. En fait, c'est des expressions de peur ou de souffrance. En fait, c'est des images plutôt primordiales, plus que liées avec une œuvre spécifique, en fait. Et ça, c'est aussi une des forces d'Alexandre de pouvoir sortir ça dans sa création. Et justement, ça, c'est une image qu'on aime bien parce qu'en fait, c'est vraiment cet affrontement contre donc, nos héroïnes, et une sorte d'armée des héroïnes aussi, avec donc, cette image d'un peu du mal. Et ça, c'était ça, c'est pas un concept art qu'on avait utilisé à la fin, mais c'était une sorte d'œuvre emblématique qu'on utilisait quand on vendait le jeu aux intéressés en général, parce que ça donne quelque chose. Donc là, vous voyez une image c'était aussi pendant la production du jeu. Et donc, ça montre un peu les corps du gameplay aussi. Donc le jeu, c'est un roguelite, tour par tour, inspiré par l'horreur, voilà, mais aussi avec des mécaniques assez innovateurs. Justement, qu'on voit, en fait, si on revenait sur l'image avant, on voit en bas, cette ligne en bas, et ça, c'est une timeline. Le timeline, c'est une mécanique qui a existé depuis les RPG originaux des années 70, mais là, c'est vraiment le mécanique corps du jeu. Donc, c'est la manipulation de timeline, repousser, adapter, avancer, faire avancer tes auteurs pour qu'eux ils puissent agir plus vite, repousser les ennemis, etc. Tout ça dans un environnement en plus qu'il faut faire le bon placement des caractères. Ce qui est vachement intéressant, c'est quand même le parti pris graphique
mais qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire, sur le papier, si on dit monde horrifique, etc., on peut aller sur Silent Hill, etc., on peut très vite arriver sur des standards avec tout un tas de baves et autres choses, et alors que là, c'est quand même le stylisme, il est absolument incroyable. Absolument. Et là, en fait, vous allez voir, vraiment, c'était pas du tout initialement, c'était pas du tout le style initial. Et ça, en fait, c'est vraiment une longue histoire évolutionnaire. Et c'était à la fin, on était petit à petit allé vers quelque chose de dark, très déserté, etc. Mais c'était avec justement l'arrivée d'Alexandre, et il commençait vraiment de s'imprégner, comprendre à la fin ce qu'on voulait faire. C'est à un moment-là clé, il a dit, Anders Harper, en fait, ce qu'il pensait, c'était vraiment qu'il faut aller dans ce truc, noir, blanc et rouge. Ah oui. Et en fait, pourquoi? Parce que moi, mon demande en tant que game director et creative director, c'était ce qu'on faut, c'est d'avoir que chaque frame de jeu est immédiatement identifiable. D'accord. C'était ça la demande, et donc c'est à la fin il a sorti ça, et c'est magnifique. Et très vite, quand il avait trouvé la recette, très vite on a trouvé des trucs qui marchaient super bien. Alors est-ce qu'on était dans une période de développement en pré-concept, ou plutôt on était déjà bien avancé dans le développement quand on arrive à cette idée-là? Donc, on retrace un peu, justement. Dans 2016, on avait cette réflexion, qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens d'un indépendant? Mais on est indépendant un peu plus grand, on était 16-18 à l'époque, et donc on peut, autour de cet entour-là. Alors, puisque tu vas enchaîner avec toute la genèse du jeu, je te propose de démarrer par l'immersion. Alors, dans cette phase d'immersion, on est donc au cœur de ton studio et on se dit, il faut qu'on lance un nouveau jeu. Et alors, comment ça se passe? Justement, donc, pour moi, et c'est vraiment différent entre ce type de studio. Nous, on était un studio qui cherchait à qu'est-ce qu'on va faire. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en regardant justement ce genre tactical turn-based, par exemple, le titre phare, c'est XCOM. Et XCOM, c'est un jeu superbe, mais ça sert à un action movie complètement terrible. Et donc, nous, on avait commencé, plutôt de faire autre type de recherche, on avait commencé à faire des recherches. Qu'est-ce qui fait un action movie? En fait, c'est quoi l'action? Et donc, donc, justement, un des premiers trucs qu'on avait produit, c'était ce film, qui est un mood board de ce qu'on voudrait reproduire en termes de sentiments, en termes de coolness, dans le type d'action qu'un caractère peut faire. Et donc, c'était là vraiment le corps, le pitch fondamental initial du jeu, c'était de faire... on avait aussi identifié d'autres parties qui manquaient pour les joueurs de genre. Et justement, des caractères dans un XCOM, en fait, ils ne comptent pas trop. Cette justement notion une sorte de core gameplay qui était très étape par étape, pas très scénique, pas très héroïque, épique. Et après, justement, souvent dans des univers qui se ressemblent beaucoup. Donc là, on avait trois piliers qu'on voudrait développer exactement. Et la but, à la fin, je commençais à pitcher le jeu. Et donc, justement, je pitchais le jeu comme un tactical turn-based où tu reproduis ce type de choses qu'on voit ici. Par exemple, surtout cette notion de... par exemple, dans Matrix, il y a certaines scènes qui sont super emblématiques avec justement l'héros qui est en train de se faire buter, mais il est sauvé par son copain. Et donc, c'est ce type d'interactivité qu'on voudrait reproduire, mais dans un jeu tour par tour. Okay. Donc, du cool move avec énormément de chorégraphie et surtout beaucoup d'interactions avec les autres personnages, etc. Et justement, ce qu'on avait trouvé, c'était ça, c'est la différence entre quelque chose qui est plutôt XCOM, qui est vraiment cette avancée, je fais un truc et ça se termine, et après je fais un autre truc,
Et après, après, il y a une nouvelle situation, il faut que je réagisse sur la situation. Mais la différence, c'est l'interaction et la réaction entre gens. Donc, ce qu'il fallait faire, en fait, et en plus, pour ceux qui jouent ce type de jeu tactique, un des expériences phares, c'est ce qu'on dit Overwatch. C'est-à-dire, tu prépares un truc, tu prépares un peu c'est comme... tu prépares un setup et avec l'idée que les ennemis vont passer dedans, vont trigger et tu vas faire un plan d'attaque, etc., etc. Et voilà. Et ça, c'est cette notion de réaction. Mais nous, on voulait être beaucoup plus loin parce que dans les films d'action, c'est l'interaction tout le temps. Et donc, l'idée est comment on peut reproduire même ce type de moment phare, mais tout le temps dans le jeu. Et donc, voilà. Dans cette phase d'immersion, en fait, vous aviez évidemment vos références de films d'action, etc., mais aussi les titres phares du moment qui sortaient forcément sur le marché. On a passé beaucoup, moi personnellement, je passe énormément d'heures juste lire les reviews sur Steam. Parce qu'en fait, on comprend par exemple la différence entre les genres. Par exemple, prends un genre complètement différent, les Walking Simulators. Dans les Walking Simulators, les mécaniques ne sont jamais citées, sauf s'ils ne marchent pas. En fait, c'est une sorte de facteur hygiène, c'est pas ça en fait, c'est l'ambiance, c'est whatever, c'est l'écriture, c'est l'histoire, etc., etc. Mais pour un turn-based, tout est dans ça. Voilà. Et si ça cloche pas, si c'est pas parfait, c'est de la merde. Voilà. Et donc c'est vraiment la source de vérité, c'est vraiment d'abord, va sur Steam, on regarde, on lit, parce qu'en fait, on ne peut pas se fier juste à ce que tu penses toi, parce que peut-être un genre que tu ne comprends pas. Moi, par exemple, je ne comprends pas les Walking Simulators. Mais si 20 personnes, les premiers 20 trucs sur Steam me disent que voilà, l'ambiance est parfaite, la sonorisation est fantastique, en fait, je sais ce qui compte, en fait. Là, on a un jeu avec, en effet, visuellement, quelque chose qui peut se rapprocher du manga, avec beaucoup d'inspiration, j'ai l'impression, western, américaine. Est-ce que, du coup, vous avez quand même regardé d'autres jeux au tour par tour, type la série Front Mission, Final Fantasy Tactics? Est-ce que c'est... Tout. On a regardé tout. Et après, au final, en termes de mécanique, c'est quand même un jeu assez inspiré par justement les œuvres occidentaux, même si... derrière, on a regardé les JRPG, etc. En fait, parce qu'au final, il faut aussi essayer d'enterrer en fait ce qui est, pour moi, justement, en façon pas très scientifique à le dire, mais c'est la source de fun, en fait. C'est quoi les sources fondamentales, ce qui rend le jeu intéressant, pas fun nécessairement, mais intéressant, une expérience à avoir. Et là, justement, on a regardé tout ce qui était dans le turn-based et toutes les différentes façons comment ça interagit avec l'évolution des caractères et tout ça. Donc, vraiment, énormément de rêves. Alors, avec nos jeunes étudiants à Sub de Création, on essaye avant tout, en effet, de commencer avec cette phase d'immersion. C'est une phase très importante où on doit jouer, on doit regarder des walkthroughs, on doit regarder évidemment aussi les retours des joueurs. Combien de temps ça dure chez vous un petit peu sur ce jeu, sur Other Side? Il n'y a pas de... Donc pour nous, il n'y a pas une règle en fait. C'est juste, il faut faire le travail jusqu'à comprendre les gens qui jouent ce type de jeu. Et ça tombe sur notre concept que je trouvais vraiment important, qui est un peu entre immersion et la phase vraiment qui moi pour nous c'est plus idéation, voilà. Mais après voilà ça vers un pitch, quelque chose de plus concret, et c'est jusqu'à trouver pour qui on va faire le jeu. Alors, c'est le moment de passer à cette phase d'idéation chez nous, de conception. Vous avez fait un travail d'analyse, de recherche, de thématiques, de genre, de références, etc. Et puis, ça y est, on a une idée, on a un concept, et comment on va travailler ce concept? On a notamment un PDF que tu nous as fait aussi l'amitié de nous transmettre, qui recense un petit peu les premiers éléments de conception sur lesquels vous avez commencé à penser Other Side. Exactement, et ça c'est en fait,
vous voyez tout de suite que c'est visuellement complètement différent. Mais il y a certains aspects qui sont dedans. C'est l'aspect horreur. On peut filer, on ne va pas parler de chaque slide très spécifique. Mais il y a déjà une idée à peu près comme Pookie, les corps mécaniques en termes de gameplay, les plateformes qu'on vise. Et ça, par exemple, ça peut vraiment changer. Ça devrait changer entre types de jeux, parce qu'il y a certains jeux où les consoles, par exemple, ça n'a aucun intérêt du tout. Après aussi, une idée de l'histoire à faire évoluer. Et voilà, et plein, justement, déjà une sorte de, on va vers le dark, vers les inspirations un peu surnaturelles, etc. Et là, on commence à retrouver un peu aussi en parallèle des recherches, mais qui étaient, on n'est pas encore arrivé sur notre style de graphique, on est même très loin. Et là, en fait, sur cette partie, c'est un drôle simple, un projet très sympa. En fait, c'est Paris, vous voyez, c'est Paris. Et donc, l'idée initiale, c'était d'avoir le setting qui est de cette dynamique gameplay, mais qui prenait place dans Paris. Et donc, on allait chercher des monstres dans Paris, dans une sorte de phase de stratégie, recherche un peu presque détective. Et pour, au fur et à mesure, retrouver des monstres. Et donc, c'est un setting assez parisien. Voilà, on va voir qu'est-ce qui arrive. Mais moi, justement, pour nous, la phase d'idéation qui va après justement, à une idée, ça termine avec un prototype et un pitch deck. Et dans le pitch deck, on doit savoir après même des choses comme budget, etc. Mais c'est encore très large, en fait. Et on se rend bien compte, effectivement, qu'entre les premiers éléments que nous avons dévoilés du jeu en introduction et cette phase-là, évidemment, on prend les mêmes éléments de référence, mais clairement, il y a encore un jeu qui se cherche en termes de direction artistique, en termes d'univers, qui lui est propre. C'est-à-dire qu'on est en train, petit à petit, de s'approprier des éléments de référence sur des détails liés au caractère design, mais également sur l'endroit où ça va se passer. Et voilà, l'idée est en genèse, et jour après jour, on trouve effectivement une certaine forme de certitude. Ouais. Et justement, en fait, un des messages pour nous pendant cette phase, c'est que, et là justement, on a fait les aspects justement, on peut dire dans les différentes phases, mais vu que c'était tellement itératif aussi, ça s'est mêlé beaucoup. Mais en final, c'était les mêmes composants, mais c'était aussi justement une évolution. Et vous allez voir, quand on passe à la fin de la phase qui est du vrai pré-production, c'est là en fait on se confronte par toutes les vraies problématiques, en fait des réalisations. Au final, là en fait on va faire Paris, mais ça coûte une fortune de reproduire Paris en termes de modélisation, etc., etc. Bah, voilà. Donc c'est à cette phase-là en fait. Et ça, partiellement parce qu'on avait une équipe qui est jeune, on s'est lancé dans un nouveau style de jeu qui était complètement différent que le jeu avant, qui était un jeu d'arène avec un peu d'arène, etc. C'est rien à voir. Et donc, il y avait une phase de découverte assez significative de ça. Et là, on voit les premières images de comment on envisage des combats. Ça, je reconnais ce quartier, c'est le mien. Ça, c'est un peu l'idée. Oui, et c'était. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, voilà ce que vous avez vu du jeu final. Ça ressemble pas du tout de ça, mais en fait, c'est devenu un peu une vision de Paris, mais rêvée, ou entre dimensions, etc., etc. Oui, parce que là, ici, on se rend bien compte que le parti pris parisien, c'est d'être très réaliste sur les véhicules, les bâtiments, le détail haussmannien, etc. etc. Et donc, à modéliser, ça prend énormément de temps. Et la question peut-être que vous êtes posée, c'est est-ce que, il y a suffisamment de moyens pour arriver à cette modélisation? 2, est-ce que c'est clairement nécessaire vis-à-vis de l'histoire qu'on veut développer? Oui, exactement. Et donc, est-ce que c'est nécessaire pour les piliers, etc. Et là, après cette pitch,
on s'est lancé dans la pré-production. Et donc, c'est-à-dire dans la pré-production, on commence justement à faire des choses, modéliser des choses qui devraient être dans l'engine. On commence à faire des recherches en termes d'animation. On essaye de trouver en termes de sorte de gameplay prototype. Et donc nous, on avait cette répartie, on avait fait un prototype qui était presque purement gameplay, un prototype qui était presque purement visuel. Ce qui est quelque chose qui est assez bien en fait. Et quel moteur du coup? Donc là, ça c'est, justement, on a utilisé Unity pour faire le jeu. Et donc c'est tout un sujet aussi, mais voilà, je vais laisser ça à côté parce que. Nous aussi, c'est un sujet chez nous. Il faut dire, il y a ça. Si tu veux faire un rendu réaliste, normalement c'est plus facile à faire en Unreal. Mais si tu veux faire quelque chose de stylisé, Unity va juste aussi bien. Voilà, tout est possible. Ouais, tout est possible. Tout est possible. Mais justement, là, je pense qu'on va. On peut zapper, oui. Même s'il y a quand même une petite partie intéressante, là, sur la pré-production, bon, on va pas forcément s'attarder sur la somme, mais est-ce que vous saviez déjà si vous alliez être publié ou si vous étiez en autofinancement? Non, en fait, nous, vu que c'est nos propres. Jusqu'à maintenant, tous les projets qu'on a fait, c'est nos propres créations, c'est nos propres IP, et pour nous, c'est important de continuer à être propriétaire ou copropriétaire de l'IP. Donc, on avait commencé avec l'idée de pouvoir être auto-édité, ou si on trouve le bon partenaire, faire ça. Donc, justement, on a commencé, ça c'est fait pour être fait par nous, avec nos propres idées, etc. Ce qui était ce qui est après ou vers la fin de cette pitch, on a trouvé justement Alexandre Chaudet, qui avant n'était pas dans l'équipe. D'accord. Et que lui apportait justement cette notion vraiment créateur visuel, qui avec les idées de gameplay, de setting horreur, etc., qui vraiment nous drivait vers le noir et blanc. Et donc initialement c'était noir et blanc, mais toujours en fait des rues de Paris, etc. On a des concepts super joli dans Paris, le rooftop sur les toits de Paris. Les toits de Paris, ouais. Mais en noir et blanc, avec de la brume, c'était super joli. Et après, avec le travail en modélisation, avec le travail en animation, on s'est rendu compte, mais c'est fou en fait les coûts, combien ça va coûter. Et par exemple, prenons animation. Nous, on a des très hauts critères de qualité. Donc, si tu veux faire des animations qui sont belles, tu ne peux pas faire une animation d'une fille et les transposer juste sur un rig homme. Ça ne marche pas, en fait. Ce n'est pas le même type de mouvement. C'est une autre sensation de force ou de poids, etc., etc. Et donc, en commençant juste à multiplier, ça va prendre X jours de faire cette animation, fois, un volet en blanc, un grand, un petit, une grosse, voilà. Non, en fait, ça marche jamais. Et donc, il faut combien de skills par personne, par classe, machin. Oui, ça va très cher. Il faut 6 animateurs temps plein pendant 2 ans. Non, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, ok. Il faut rationaliser. Il faut rationaliser. On a un genre. Quel genre on va prendre? Mâle, femme ou femelle? C'est plus cool, le plus unique avec une femelle. Ok, très bien, on fait ça. Et donc, tout ça, en fait, chaque décision fait mal, parce que chaque décision est une réduction de scope, moins d'opportunités, moins de possibilités à faire des choses. Mais voilà, sinon ça coûte des millions qu'on n'a pas. Et justement, à la fin, ce qui a été aussi un déclencheur de l'univers lui-même d'Ardeside, c'était cette notion que en fait, le réalisme de faire des rues complètes de Paris, c'est juste, ça ne marchera jamais. Et ça va être trop cher. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire à moins de coûts? Quelque chose de noir. Sans vraiment beaucoup de... Là, pour le coup, c'est très alien. C'est-à-dire, on n'a pas les moyens de reconstituer. Donc, les monstres sont cachés. On est dans un registre très dark. On va plutôt dans un monde. On a trouvé une sorte de... Voilà, ça devient un monde... une sorte entre deux mondes, cette noire, on l'a commencé à l'appeler the dark place.
Et en fait, ça devenait une sorte de Paris rêvé ou décomposé, etc. Donc, vous retrouvez la métro de Paris dans le jeu, etc., mais dans un contexte vraiment complètement différent. Et donc là, peu à peu, on dit, c'est quel univers, en se poussant sur les bases qu'on avait déjà fait, c'est quel univers, en fait, où ça fonctionne. Donc, on avait découvert le jeu, l'univers, et après, les détails de l'histoire avec les visuels. D'accord. Alors, du coup, sur cette phase-là, finalement, on a des personnages qui sont presque en grayscale, ou en tout cas, tout l'univers va être en grayscale. Vous avez la possibilité de minimiser, en fait, des coûts de texture, aussi peut-être potentiellement un peu... Pas trop, en fait, texture, pas beaucoup. Parce qu'au final, justement, pour nous, le détail et la qualité est très important. Ça réduit, par exemple, un peu les coûts en performance, par exemple, etc. Il y a certains coûts. Mais au final, si tu fais attention, tu dessines aussi clairement, aussi détaillé en grayscale. Moi, je dirais sur certains points, c'est probablement même plus complexe parce qu'il faut quand même que le caractère ressort du background, qu'il est lisible, que tu comprennes ce qu'il fait, etc., etc. Et donc, on a plein d'autres problématiques. Eh bien, c'est là où on va partir sur la troisième partie, sur la formulation. Ça y est, l'univers commence à être détaillé. Alexandre est venu, donc il commence un petit peu à je dirais, faire advenir chaque personnage et leur donner une densité, un look. Alors, on a par ailleurs une petite cinématique également que tu nous as amenée dans la partie formulation, où on comprend petit à petit comment vont évoluer les personnages. Et ça, c'est hyper intéressant que tu puisses t'arrêter sur ce détail-là. Alors là, on voit bien l'apport d'Alexandre. Oui, exactement. Et là, justement, on a trouvé, on commence à être vraiment en pleine production, en fait. Ça, on est sorti du pur pré-prod, et vous voyez le timeline qui est en bas. Je vais revenir un peu là-dessus. Et aussi, justement, les composants de Paris qui se met là, décomposés en monde rêvé, etc., etc. Et en plus, le sound design. Alors ça, c'est intéressant parce que ce que tu nous montres là, tu me l'as expliqué, c'est en fait un trailer que vous avez généré à mi-chemin de votre production pour d'ores et déjà avoir un ressenti du futur jeu. Oui, et c'est pour tout ce qui est partenaire, pour vraiment, c'est une première. Je pense que c'était même l'annonce, on avait fait une annonce dessus aussi. Donc c'était aussi public. Mais on l'utilisait beaucoup, ça montrait un peu la promesse de jeu, justement cet univers unique. En rétrospective, aujourd'hui, ce ne serait pas la même vidéo, mais voilà, ça montre vraiment l'évolution qu'on a pris. Et ça, justement, il y a 1 an à peu près, 1 an et demi quand même, entre le pitch qu'on a vu et après justement ça. Mais ce n'est pas non plus encore fini, c'est toujours assez rough, etc. Alors, on peut repasser pendant la question, bien sûr. La cinématique qu'on a vue. D'ailleurs, Other Side sort en juillet 2020. À quelle date à peu près on est en full production? Donc, disons, phase idéation, c'était, comme je dis, ça a commencé en 2016. Et été 2017, c'est là on trouve Alexandre, il commence pour de vrai en octobre. Et en parallèle, on travaille sur un prototype gameplay et on a un pré-prod qui est censé terminer en février. Et en février, on avait trouvé justement le style visuel, plein de choses, aspects visuels, mais en fait, le corps gameplay n'était pas encore satisfaisant. Le pilier était là, on voulait avoir cette dynamique, mais on avait passé énormément de temps de discuter, est-ce qu'on va faire
par exemple, est-ce qu'on va faire des quick time events? Parce que quand on parle de dynamique, on pense des choses justement qui sont dynamiques, un peu twitchy, etc. Mais là, justement, ça revient sur on fait le jeu pour qui? Pour des jeux qui jouent des jeux tactiques. Et si tu mets un quick time event dans un jeu tactique, tu auras 30 % sur Steam. C'est la mort, en fait. On peut revoir la cinématique, s'il vous plaît? Ouais. Et donc, justement, on avait identifié que pour avoir cette interaction qu'on avait dit dans le phase, et voilà, vraiment au début, autour de l'action, etc., il fallait des nouveaux types d'actions. Les actions normales, directes, mais aussi des réactions, justement, que si quelque chose arrive et que tu as bien préparé, tu réagis dessus. Aussi des interruptions, là, qui interrompent l'ennemi pour tuer ton héros. Des choses qui prennent du temps, etc., etc. Alors, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant vis-à-vis de ce trailer intermédiaire, c'est qu'en gros, vous avez changé aussi le rythme. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'assez oppressant par rapport à ce premier trailer, avec des claims comme ça qui surgissent, etc. Et ça, justement... Et vous allez dans une histoire qui est plus lente, où on a des personnages qui prennent une vraie dimension. Là encore, c'est toujours en cours de process. Vous parvenez à trouver comme ça un rythme narratif, une manière de poser aussi la caméra? Oui, donc en fait, tout est découvert en même temps. Donc c'est un nouveau genre, c'est des nouveaux mécaniques, c'est nouvel univers et tout ça. Et donc par exemple, genre de visuel aussi, de la façon de présenter. Exactement, mais par exemple, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est justement par exemple les animations assez emblématiques qu'on retrouve dans le film d'horreur, mais justement qui sort de ce que tu vois normalement dans le jeu de tactiques traditionnels, etc. Et donc, pour aller vraiment faire comprendre les parties uniques de l'univers. Et donc, c'est pour ça on a ça. Après, si je refais la vidéo aujourd'hui, j'ai recommencé avec des vraies images de combat, les tour par tour, parce que quand on est indé, il faut tout de suite montrer quel type de jeu pour que un joueur potentiel peut dire « Ah, c'est un jeu pour moi ». Et donc là, en fait, on montre des images qui sont belles, mais qui pourraient être un action film, ou un jeu d'action, etc. Et donc, qui n'ont pas la bonne truc. Mais voilà, ça montre l'univers, ça montre l'aspect graphique. Alors, quand vous êtes dans cette phase-là, un petit peu de production, on a forcément cette production, vous êtes aussi peut-être en recherche de financement, de publisher. Est-ce que vous présentez aussi le jeu sur des game shows, JDC, E3? Moi, pendant cette période, en fait, pendant toute la période, on pitch sans arrêt. Presque. Mais on pitch de différentes choses. On pitch au début, le premier pitch, c'était un pitch vocal. Voilà, justement, qu'est-ce que tu en penses de ce type de jeu, justement, l'interactivité, ce dynamisme, de pouvoir recréer les Overwatch, mais en tout. C'est vraiment comme ça, en échange avec un scout d'un gros publisher. Et après, ça devient un pitch sur le concept de jeu, l'histoire, etc. Après, ça devient un pitch sur... Et pendant toute la période, je ne sais pas combien de gens j'ai pitché. Et voilà, ça ne s'arrête pas. Voilà, donc, mais en même temps, voilà, on continue, etc. Et l'idée principale initiale, c'était de rester indépendant. Mais voilà, il faut quand même pitcher parce que le pitch, c'est une façon à tester toutes les idées. En fait. Aussi, tu as des gens devant toi qui sont très expérimentés, et certains comprennent mieux, que certains comprennent peut-être moins, mais ça donne plein de feedback pour même sans le montrer aux gens qui jouent, etc., et ce qui donne de l'inspiration. Mais pour revenir à un truc on avait une équipe justement à la fin de pré-production. Là, et où visuellement, on pensait on avait vraiment quelque chose, gameplay, on n'était pas encore... on avait ces mécaniques j'avais parlé avec des différents types d'actions, etc. Mais ce n'était pas encore parfait. Et donc l'équipe était assez mécontent. Ils n'étaient pas contents. Et moi, je ne savais pas pourquoi, mais moi, j'étais très content, parce que je savais que ça allait être cool. Mais voilà, c'était vraiment... Et à un certain moment, on avait une sorte de déclic, je pense, on dit en français. On avait dit, en fait, le problème, c'est les tours. En fait, c'est un genre de tour partout, donc on a un tour et on passe d'un tour à l'autre.
Et donc, si tu fais de cette chose, justement, un truc qui est une sorte d'aspect des temps, c'est-à-dire, tu repousses un ennemi ou tu fais une interruption. Tu interrompes ça pendant quel temps? Jusqu'à la fin d'un tour, un tour et demi. En fait, au final, le truc qui a vraiment changé tout ça, c'est qu'on a juste enlevé les tours et c'est du temps. Pas de secondes, mais c'est des unités de temps. Et comme ça, tout de suite, tout devient plus fluide. Super simple. Voilà, bien sûr, un stun, ça stun 50 unités de temps. Voilà, tu fais un haste sur quelqu'un, il est avancé 15 unités de temps. Mais c'est facile. Ouais. Et c'était super logique, facile à expliquer. Et en fait, pas du tout exploité sur rien. Donc c'est super cool. Alors, il est donc temps de passer à la partie technique, celle qui permet effectivement de rendre le jeu cohérent, techniquement abouti. C'est la phase d'exécution. Dans cette phase d'exécution, ça y est, il y a eu des pitchs, il y a eu une phase de développement, et puis là, on va peaufiner. Alors c'est intéressant parce que tu nous as amené le vrai trailer, pour qu'on comprenne la différence entre le trailer intermédiaire et le trailer final du jeu. Et on voit bien que le gap est phénoménal. C'est-à-dire qu'on a effectivement tous les indices, et puis on parvient cette fois-ci à y apporter une valeur supplémentaire qui est la narration, où on travaille effectivement l'histoire, parce que évidemment ce que veut aussi un joueur, c'est de rentrer dans un univers propre. Oui, donc ça c'est un trailer qu'on a fait avec, donc au final, juste après qu'on avait fait les trailers qu'on avait vus avant, on avait rentré en discussion avec Focus. Et donc, on voulait faire des jeux encore plus qualitatifs qu'on aurait pu faire avec nos propres moyens. Et donc, Focus, après des longues discussions qui a pris des mois et des mois et des mois, et au final, en 2019, on a signé avec eux et on commence à travailler. Et donc, ce trailer est fait par les réalisateurs et les caméramans et gens chez Focus qui ont utilisé nos assets du jeu et mélangé ça, et ça c'est du pur gameplay, mais justement les aspects plus mise en scène, faire rêver, ça c'est ils sont utilisés, réagencés dans votre jeu. Donc ça veut dire que, et ça c'est hyper intéressant, c'est comme une bande-annonce finalement d'un film. Rarement le réalisateur, c'est l'auteur de la bande-annonce du film. Et là, ça s'est produit exactement de la même manière. C'est Focus qui a récupéré différents assets, etc. et qui a généré finalement ce trailer pour y apporter davantage de densité narrative. Et justement, en fait, ce type de trailer, c'est un trailer qui essaye de faire rêver les gens d'un univers, ce qu'ils vont rencontrer, etc. Et c'est exactement comme les ghost trailers des AAA, etc., etc. C'est peut-être pas exactement l'histoire, mais ça fait rêver des types d'histoires que tu pourrais vivre. Et après, nous, ce qui a été super important pour nous, c'est aussi justement de mettre du vrai gameplay dedans. Ouais. Parce que justement, si tu vois ça, en fait, ça pourrait être un super cool action game, ça pourrait être un etc. Mais pour nous, c'est important. Et donc, pour nous, dans le Tactics, il faut montrer les grilles. Bien sûr. C'est ça qui dit, ok, c'est une grille. C'est des carrés, ok, c'est un jeu tactique, ok, je comprends. Et voilà. Là, on était en très étroite discussion avec Focus. Eux, ils proposaient des choses et ils faisaient vraiment un travail super bien. Mais nous, on avait, par exemple, plein de détails qui n'allaient pas, au final, parce qu'on est très exigeant. C'est notre image, c'est l'image finale de notre jeu. Et donc, on est avec plein de aller-retour avec eux. Et au final, on était très contents avec les résultats. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans ce processus-là, où en fait l'éditeur doit se charger de la communication du jeu, il souhaite absolument que le studio de développement ne déplace pas les timelines, justement en se chargeant de ce genre d'assets comme des trailers, des bandes annonces, qui vont forcément monopoliser le temps de l'équipe s'il est réalisé en interne. Donc c'est vraiment aussi ce rôle-là. Mais c'est vrai que les allers-retours parfois aussi prennent énormement de temps et des fois même presque plus de temps si on le faisait soi-même. Ça dépend, mais là c'était justement donc, il y a des façons à faire. Il y a certains qui même refont complètement des nouveaux assets parce qu'il faut des assets plus haut qualité, plus
Mais là, Focus avait fait vraiment un super... Et en plus, nos modélisations étaient très fortes, donc on avait une bonne base pour la mise en scène, quoi. Est-ce qu'on peut se revoir ce trailer? Parce que ce qui est assez aussi impactant, c'est la manière dont on amène l'action. C'est-à-dire que les premières images, vraiment, il y a un vrai parti pris, je dirais, d'un blockbuster américain avec tout un tas de scènes hyper spectaculaires. Et puis la manière dont les sœurs aussi arrivent, c'est très beau. C'est-à-dire que c'est horrifique, mais c'est très beau. Et cette dimension esthétique horrifique, c'est vrai qu'on la rencontre très très peu dans ce type de jeu. Oui, absolument. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes les animations, c'est les animations de jeu, mais dans une framing différente, justement, qu'on peut se permettre dans ce type de mise en scène. Et donc en fait, ils ont récupéré ces éléments-là, mais ils ont tourné dedans, ils les ont modélisés pour approcher... Ils sont surtout, je pense, ils sont pas vraiment modélisés des choses, mais ils sont surtout des effets, un peu des effets supplémentaires, etc. C'est même nos animations à nous, mais après ils ont ajouté des After Effects, etc. Vraiment retraiter les images, voilà. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment, comme pour les blockbusters américains, ces citations, on appelle ça un accolade trailer, donc une bande-annonce avec des citations qui renforcent forcément la grandeur de votre jeu. Et puis on voit des médias comme Gameblog, IGN, etc. Ça, c'est des médias qui sont connus à travers le monde. Donc forcément, c'est... Oui, ça sert à légitimiser en fait le jeu. Pourquoi j'achète ça plutôt que X comme encore. En quoi comment je ose en tant que moi, c'est mes 40 € que je bosse dur pour l'avoir, etc. Pourquoi le faire? Et donc ça inspire de la confiance en fait. Alors comment on est le jour où on découvre que IGN.com, l'un des plus grands sites internationaux de jeux vidéo, met un 9 sur 10 au jeu? C'est fou. Là, Champagne. En fait, et en plus, ça, c'était pendant plein de Covid. Et donc, on avait commencé toutes les 16 processus, et on est lancé dans la phase finalisation du jeu. Ça, c'est le dernier, pour nous, c'était à peu près 6 mois, fin 2019, jusqu'à les dernières minutes, avant le lancement. Un mois plus tard, donc je me suis Donc, vous ne savez peut-être pas, mais c'est aussi l'époque, ça avait commencé avec les Gilets jaunes, et après, on a enchaîné avec le Covid. Et donc, tout le monde était chez eux, ils bossaient dur, pour finaliser le jeu. Et en plus, pendant ce processus, la différence en qualité entre novembre 2019 jusqu'à vraiment la finalisation, on avait réussi de mettre les FX où on voulait vraiment les avoir, etc. Le travail de toute l'équipe visuelle, les modélisateurs, les technical artistes, mais comme toute l'équipe, game designer aussi, parce qu'en fait, dans les parties visuelles, comme nous, on a des composants qui sont faits par les différents artistes, et après, on avait une grosse partie qui était faite, la scénarisation, en fait, c'était fait par un de nos game designers, qui lui travaillait dans les moteurs pour faire le bon framing d'une action, vu si on est éloigné, on est proche, le type de skill qu'on utilise, etc. On a une cinématique qui nous reste à regarder. C'est la toute dernière après la vidéo d'exécution. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris un extrait narratif et on a un personnage qui s'exprime. Et là, il y a un parti pris aussi d'acting. C'est-à-dire que vous avez recruté des comédiens, vous leur avez donné des intentions particulières de jeu. Comment vous avez fabriqué finalement, comment vous avez donné vie au personnage, parce que bien souvent il y a l'animation et puis c'est la voix aussi qui donne cette dimension-là. Est-ce qu'on peut lancer les images? Donc là, ce type de cinématique, il y a un parti pris filmique. Oui, absolument. Et donc justement, et ça c'est une cinématique, je pense. Cette vidéo précise, je pense, c'est une sorte de trailer, mais qui est basé sur les cinématiques in-game. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on a une cinématique, je pense, cette vidéo précise, je pense, c'est une sorte de trailer, mais qui est basé sur les cinématiques in-game. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on a une cinématique, je pense, cette vidéo précise, je pense, c'est une sorte de trailer, mais qui est basé sur les cinématiques in-game.
il y a plein de choses qui vont dedans. C'est le sound design, c'est les suffixes, c'est le couleur des suffixes, c'est le couleur même du texte. Et après, bien sûr, l'acting, etc. On a travaillé avec pour tout ce qui était dialogue. On travaillait avec un écrivain américain sous la guidance de moi et Alex pour faire des dialogues qui étaient forts. Parce que tout ce qui est dialogue, c'est très sensible. Si c'est pas écrit, en fait, c'est pas bien écrit, c'est facile à se tromper. En fait. Vous perdez très rapidement en sens par rapport à en densité. Ça peut devenir ridicule, etc. Donc c'est là où on a décidé, là on veut travailler avec quelqu'un réputé, avec beaucoup d'expérience et qu'on avait une bonne connexion avec. Après justement, la femme, vu que c'est le personnage principal, etc., et le voice actor aussi, c'est un voice actor assez connu qui a fait des trucs en voix féminine dans Dark Souls. Et donc, voilà, c'est des performances qui sont très importantes et qui coûtent un peu plus cher, mais honnêtement, pas beaucoup plus cher. Et c'est dans des parties qui sont vraiment clés. Et là, justement, encore, moi, Alex, il a vraiment veillé, qui est justement, parce que lui aussi, il a un œil très cinématique aussi. Et toujours en fait la même chose. Donc, il faut que ça soit beau, mais à moins de coût. Oui. La dimension des références cinéma est donc aussi hyper importante dans le cadre d'un jeu vidéo. Ah oui. En fait, la caméra, mais c'est fondamental. Absolument. Et c'est fondamental. C'est déjà la caméra utile, c'est-à-dire le joueur quand il manipule le jeu, etc., etc. Mais après justement, comment tu vas scénariser l'effet d'un combat. Par exemple, une autre chose qu'on avait pris de films de combat, c'est pas nécessairement l'action lui-même, c'est pas les frappes, mais c'est l'impact. Et donc, comment tu scénarises ça sans que ça prend trop de temps? Par exemple, parce qu'un joueur, il veut faire plus de choses, comment tu peux donner de l'emphase à une action? Et donc, par exemple, on ne le voit pas ici, mais on a un des close-up qu'on voit dans le jeu. Si tu fais un backstab dans le jeu, là, tu vois un close-up pas de l'action, juste le visage du auteur qui a fait l'attaque. Et avec une sorte de mouvement content, on peut dire. Et donc, c'est le reward. Et ouais, c'est super joli, c'est super rewardant. Sauf que avant, on avait sur plein de différentes actions et ça devient trop, en fait. Et à la fin, on a juste pour certaines actions très clés qu'on le voit très rarement, mais dans cette action-là, on veut mettre en emphase et ça doit être important. Alors, juste une dernière question. Vous êtes un studio donc franco-suédois. Est-ce que vous travaillez un petit peu de façon satellite? Comment ça se passe? Donc ça, en fait, ça varie. C'est moi et un de mes cofondateurs, on est tous les deux suédois. Mon cofondateur, lui, est en Suède. Il est un technicien, mais de très haut niveau. Et donc, il a travaillé sur toutes nos prods, etc. Donc, lui, on peut dire, c'est le PDG de notre antenne suédoise. Et c'est aussi notre antenne suédoise. Maintenant, Lightbulb Crew, on est en recrutement de nouveaux trucs. On cherche des stagiaires souvent. Moi, personnellement, je crois beaucoup dans la capacité des jeunes de faire des choses spectaculaires. Ce qui pour nous est super important. Des stages de 2 mois, des stages de 1 mois, 6 mois. L'alternance. Vous cherchez de l'alternance. Oui, des alternantes, mais aussi des stagiaires. Et plus long, mieux, c'est. Bah oui. Mais moi, je créé mon première entreprise quand j'avais 24 ans. Et donc, moi, j'insiste toujours, en fait, le plus important, c'est la mentalité et le talent pur. Et la volonté de progresser. Par exemple, pour les visuels, vous vous rendez dans le jeu vidéo, la compétition est mortelle. Il y a plein de gens très talentueux qui veulent se lancer. Et comment vous pouvez réussir? Avec un truc, seulement un truc. Des heures. Et je ne parle pas 40 heures par semaine. Toutes les artistes talentueux, par exemple Alex,
pendant toute sa carrière de 10 ans, maintenant c'est probablement plus, 12, peut-être 15, il a eu un travail, il a fait des freelances. Pourquoi? Donc il a travaillé, je dirais, un job et demi. C'est avec l'entraînement qu'on se perfectionne. Et dans l'art, c'est vraiment super important. C'est les heures loguées, quoi. Ouais. Dessiner. Voilà. Je crois qu'il n'y aurait pas meilleure conclusion. Des applaudissements nourris pour Anders. Merci. Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette Creative Talk, mais c'est passé à une vitesse de ouf. Oui, moi, je parlais de ça. En plus, vous avez vu, même pas un millième des problèmes. Les problèmes qu'on a eu dans cette prod. Et les trucs qu'on a cutés jusqu'à dernière minute. Moi, j'avais, par exemple, un truc, je voulais vraiment un caméra actif. C'est-à-dire quelque chose qui s'adapte à la type d'action, qui est, par exemple, un cible possible, etc. On avait dessiné, j'avais fait, etc. Pendant des mois, j'avais l'espoir, peut-être ça rentre, mais non, c'est cuté. Voilà. Et ça, c'était là. On ne pouvait pas. Ah, quand on a dit Director's Cut alors? Dans le futur. Voilà. Okay. Merci à tous, merci aux étudiants qui étaient là ce soir, merci à toute l'équipe de production, à la réalisation, Elvis, Pablo et tous les étudiants qui se sont prêtés à l'exercice du caméraman. On se retrouve bientôt pour une nouvelle Creative Talk. Merci à tous. En kilt ou pas? Ah, en kilt, certains caméramans le sont, c'est du hors-champ, ça vaut le détour. Moi, je l'ai en face depuis le début de la projo. C'est excellent. À très bientôt. Très bientôt.